Le témoin silencieux, une carcasse d'acier rivetée au-dessus des nuages, défiant les lois de la gravité et de la raison. Un monument qui, avant de devenir l'icône d'un empire, ne fut qu'un tombeau vertical baigné dans le sang et le mépris de l'aristocratie new-yorkaise. Le 1er mai 1931, le monde retient son souffle sous un ciel chargé d'électricité. À Washington, le président Hoover, confortablement installé dans le bureau ovale, presse un bouton doré. À des centaines de kilomètres de là, Manhattan s'illumine. Les flashs des photographes crépitent, capturant les sourires crispés des dignitaires en smoking. C'est le triomphe de l'acier. Pourtant, derrière les applaudissements polis, une vérité glaciale hante les couloirs. Le gratte-ciel est un cadavre de luxe. Il est vide à 80%. La presse, cruelle et railleuse, le rebaptise déjà l'Empty State Building, ou plus méprisant encore, la dernière érection d'Al Smith. C'est un monument à l'arrogance d'un capitalisme qui vient de s'effondrer, une tour de Babel moderne dressée au milieu d'une nation qui mendie son pain. Mais pour comprendre comment cette structure est devenue l'adresse la plus célèbre du monde, il faut compter les morts. 5 ouvriers se sont écrasés sur le pavé pendant la construction, leurs corps broyés par l'ambition d'autrui. Plus de 30 âmes désespérées ont choisi ces balcons pour leur dernier saut. 14 victimes furent incinérées lors du crash d'un avion contre ces parois. Aujourd'hui, des millions de touristes empruntent des ascenseurs rapides, ignorant que sous leurs pieds, des hommes ont travaillé sans harnais, frôlant le vide pour un salaire de misère. La fortune colossale qui a érigé cette cathédrale de fer appartient à un homme dont l'ombre plane sur chaque rivet, John Jacob Raskob. Né en 1879 à Lockport, il n'était que le fils d'un humble fabricant de cigares. La mort précoce de son père jette sa famille dans les griffes de la pauvreté la plus noire. À 15 ans, l'enfant quitte les bancs de l'école pour devenir sténographe. Il tape des lettres pour $12 par semaine, nourrissant sa mère et ses frères avec l'amertume de ceux qui n'ont rien. Mais Raskob possède un génie que l'école ne peut enseigner. La compréhension viscérale de la multiplication de l'argent. En 1900, il devient le secrétaire de Pierre S. Dupont, l'héritier de l'Empire chimique. Dupont voit en ce jeune clerc une ambition dévorante, un don pour les chiffres qui frisent la sorcellerie financière. L'ascension est brutale. En 1914, Raskob est déjà le trésorier de EI Dupont de Nemours. Il gère les investissements de la dynastie avec une main de fer. C'est lui qui orchestre le coup de maître, l'achat de 23% des actions de General Motors, une entreprise alors vacillante. Il ne se contente pas de diriger le comité des finances de GM, il invente le crédit à la consommation. Acheter maintenant, payer plus tard. Une révolution psychologique qui enchaîne la classe moyenne à sa propre ambition et rend les Dupont indécents de richesse. Mais l'argent ne suffit pas à effacer les stigmates. Raskob est un catholique fervent, un homme qui déteste la prohibition, y voyant une tyrannie culturelle imposée par des protestants ruraux aux immigrés des villes. En 1928, il mise tout sur Al Smith, le gouverneur de New York, pour la présidence. Smith est l'un des leurs, un enfant de la rue, anti-prohibition, l'icône de la classe ouvrière catholique. Raskob déverse des millions dans la campagne. Le résultat est un massacre politique. Herbert Hoover balaie Smith, remportant 40 États sur 48. Même New York trahit son fils. Le rejet est violent, teinté d'un préjugé religieux qui ne dit pas son nom. L'Amérique n'est pas prête pour un président catholique. Avant de découvrir la vengeance architecturale qui allait naître de cette humiliation et les secrets enfouis sous les fondations du site choisi, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces récits où le pouvoir se heurte à la tragédie. Humilié à 54 ans, Al Smith est un homme sans emploi. Raskob, lui, a besoin d'un visage public pour son projet le plus fou. Leur alliance est scellée dans le ressentiment et la foi partagée. L'idée de Raskob est aussi simple qu'audacieuse. Bâtir le plus haut bâtiment du monde, pas par besoin d'espace. Les bureaux à Manhattan ne manquent pas, mais pour prouver au vieil argent protestant que le fils d'un sténographe peut ériger quelque chose de plus grand que tout ce qu'ils ont jamais conçu. Il placera Al Smith à la tête du projet. L'homme que l'Amérique a rejeté supervisera le chantier de la plus grande structure de l'histoire américaine. Le site qu'il choisit pour ce défi au ciel n'est pas un hasard. Il porte en lui le poids de symboles que peu osent encore nommer. L'emplacement choisi n'était pas un terrain vague, mais le berceau même de la haute société new-yorkaise.
À l'angle de la 5e avenue et de la 34e rue, le prestigieux hôtel Waldorf Astoria trônait comme le bastion de la vieille aristocratie. Construit en 1892 par la famille Astor, ces magnats dont la fortune s'était bâtie sur le commerce des fourrures et la spéculation foncière, l'hôtel était le sanctuaire de l'élégance de l'âge d'or. Ses salles de bal avaient revu défiler les mariages les plus somptueux et ses restaurants accueillaient l'élite mondiale. Pour Raskob, raser cet édifice n'était pas un simple acte de construction, c'était une déclaration de guerre. L'ancien monde était mort. En août 1929, l'accord est scellé dans le secret des bureaux feutrés. Empire State Incorporated rachète la propriété pour une somme oscillant entre 16 et 20 millions de dollars, un chiffre dont l'exactitude restera à jamais floue, noyé dans les jeux d'écriture. Le Waldorf Astoria doit fermer ses portes. La démolition est prévue pour la fin de l'année. Mais dans l'ombre, un rival observe. Walter Chrysler, le magnat de l'automobile, érige déjà son propre monument à l'angle de la 42e rue et de Lexington Avenue. Chrysler et son architecte, William Van Allen, sont possédés par une idée fixe, dominer le ciel. À mesure que 1929 avance, la flèche du Chrysler Building ne cesse de grandir sur les plans, tenus secrètes pour éviter toute contre-attaque. Raskob, piqué au vif, exige que son bâtiment soit plus haut, bien plus haut. Il engage le cabinet Shreve, Lamb et Harmon. L'architecte principal, William F. Lamb, n'a que 2 semaines pour dessiner l'impossible. Une seule question lui est posée, brutale et technique. Jusqu'à quelle hauteur pouvez-vous monter sans que tout ne s'effondre ? La réponse allait graver le destin de Manhattan dans l'acier. Puis, le 24 octobre 1929, le rêve vacille, le jeudi noir. La bourse s'effondre dans un vacarme de cris et de télégraphes affolés. Raskob voit ses actions de General Motors fondre comme neige au soleil. Le mardi noir confirme la catastrophe. Des milliards de dollars de richesses virtuelles s'évaporent en quelques heures. Raskob perd des millions à titre personnel. Les fondations économiques de l'Amérique se révèlent n'être qu'un mirage spéculatif. Le pays glisse dans la Grande Dépression. Les banques ferment, le chômage explose. La logique économique qui justifiait une telle tour s'est désintégrée. Personne n'aura besoin de bureaux dans un monde où les entreprises disparaissent. Raskob aurait pu s'arrêter là. Le Waldorf Astoria était encore debout. Le contrat pouvait être annulé. Mais son ego ne connaissait pas la retraite. Ce monument n'avait jamais été une question d'argent. C'était une revanche contre l'établissement protestant qu'il avait méprisé. En décembre 1929, Al Smith annonce officiellement le projet. L'Empire State Building s'élèvera sur les ruines du Waldorf. Pour Smith, c'est une consolation amère. À défaut de diriger la nation depuis la Maison Blanche, il présidera un empire de béton. La démolition commence le 1er octobre 1930. Les ouvriers s'acharnent sur le vieil hôtel. Le marbre et les ornements dorés sont arrachés, certains sauvés, la plupart broyés pour faire place nette jusqu'à la roche-mère de Manhattan. La rivalité avec Chrysler devient alors purement personnelle. Walter Chrysler est tout ce que Raskob n'est pas. Un protestant de souche, un ancien mécanicien devenu titan de l'industrie, le concurrent direct de General Motors. 2 hommes, 2 tours, une seule place au sommet du monde. Tout au long de l'année 1929 et au début de 1930, le Chrysler Building s'élève avec une rapidité insolente. Son architecte, William Van Allen, a conçu un chef-d'œuvre art déco, une tour couronnée d'arches d'acier inoxydable qui scintillent comme des lames sous le soleil de Manhattan. Le bâtiment est d'une beauté fatale. Plus importante encore, il est immense. Dans le plus grand secret, Van Allen a fait assembler une flèche de 38 mètres à l'intérieur même du sommet de la tour. En octobre 1929, alors que la bourse s'effondre dans un fracas apocalyptique, les ouvriers hissent cette pointe d'acier. Le Chrysler Building culmine à 319 mètres. Il est officiellement le plus haut bâtiment du monde. Raskob n'est pas impressionné. Il est piqué au vif, son orgueil de parvenu catholique face aux titans protestants ne tolère aucune défaite. Il ordonne à ses architectes de frapper plus fort, plus haut. William F. Lamb et ses partenaires révisent leurs plans dans l'urgence. Le bâtiment atteindra 381 mètres. Cela offre une marge confortable sur Chrysler, mais Raskob veut plus qu'une simple supériorité numérique. Il veut un but, ou du moins l'illusion d'une utilité. La solution trouvée est aussi absurde qu'incroyablement audacieuse. Lamb dessine un mât d'amarrage pour dirigeable. Le sommet de l'Empire State Building doit devenir le port d'attache des zeppelins transatlantiques. Les voyageurs arriveraient d'Europe.
s'amarrerait à la couronne du bâtiment et descendrait directement au cœur de Manhattan sans jamais toucher le sol avant le lobby. Ce mât ajoute 60 mètres à la structure. L'Empire State Building atteindra désormais 443 mètres. La compétition est écrasée. Pourtant, ce quai pour dirigeables est une aberration technique. Les capitaines d'aéronefs hurlent au scandale. Les courants ascendants autour d'un tel géant rendraient l'amarrage impossible. Les vents à cette altitude sont des monstres de violence et le bâtiment lui-même crée des turbulences mortelles. Aucun passager ne pourrait débarquer sain et sauf. Mais la critique glisse sur Raskob. Le mât a rempli sa mission occulte. Il a fait de son édifice le roi du monde avant même que la première poutre ne soit posée. La démolition du Waldorf Astoria s'achève en mars 1930. Les ouvriers creusent jusqu'à la roche-mère, à 17 mètres sous le niveau de la rue. Les fondations doivent supporter un poids sans précédent, ancré dans le schiste dur de Manhattan par des grilles d'acier et de béton. Une légende sombre circule encore dans les bas-fonds de la ville. Lors du coulage des fondations, 2 ouvriers auraient été enterrés vivants après l'effondrement d'une paroi. Le béton aurait pris avant que leurs corps ne puissent être extraits, les transformant en piliers humains anonymes. Officiellement, 5 morts seront recensés durant le chantier. En réalité, le chiffre est certainement bien plus élevé, dissimulé sous les tapis de la fierté nationale. Le chantier démarre officiellement le 17 mars 1930, le jour de la Saint-Patrick. Un choix hautement symbolique pour un projet porté par des politiciens irlando-catholiques et financé par un industriel de la même foi. Al Smith préside la cérémonie, affichant un sourire de conquérant devant les caméras. Derrière lui, l'Amérique sombre. Les banques s'écroulent, le chômage frôle les 25%. Mais on commence à bâtir la tour la plus haute du monde. L'entrepreneur général, Starrett Brothers et Aiken, sait que chaque mois coûte une fortune. Il faut aller vite, toujours plus vite, pour espérer des loyers qui ne viendront peut-être jamais. Paul Starrett assemble une armée de 3400 hommes, une mosaïque d'immigrants, des Irlandais, des Italiens, des Allemands. Mais parmi les plus respectés, on trouve les Mohawks de la réserve de Kanawak, près de Montréal. Ces ouvriers du fer sont une légende vivante. Depuis les années 1880, ils se sont spécialisés dans le travail de l'acier en haute altitude. On raconte qu'ils ne connaissent pas la peur du vide, une absence de vertige que certains attribuent à la génétique, d'autres à une nécessité économique brutale. Leur travail est un balai mortel, à des centaines de mètres au-dessus du bitume. Ces hommes marchent sur des poutres étroites de quelques centimètres, attrapent au vol des rivets chauffés à blanc lancés depuis des forges portatives et boulonnent des colonnes qui oscillent furieusement sous l'assaut du vent. Aucun harnais, aucun filet. Une seule erreur, un seul moment d'inattention et c'est la chute vers l'oubli. Ceux qui montrent le moindre signe de faiblesse ou de tremblement sont renvoyés sur le champ. Sur ce chantier, la peur est un luxe que personne ne peut s'offrir. L'Empire State Building ne se contentait pas de grimper vers les nuages. Il dévorait le ciel avec une voracité mécanique qui défiait toute logique humaine. À son apogée, le chantier atteignait une efficacité terrifiante. 1 étage par jour, plus de 4 étages par semaine. Le squelette d'acier s'élançait vers le vide à une cadence jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Derrière ce miracle de vitesse, se cachait une logistique de guerre orchestrée par les frères Starrett. Chaque poutre forgée dans les aciéries de Pittsburgh arrivait avec la précision d'un métronome. Pas une minute d'oisiveté, pas un geste inutile. Les camions déchargeaient leur cargaison de fer directement dans les mâchoires des grues qui les hissaient aussitôt vers les sommets où les hommes attendaient. En septembre 1930, 6 mois seulement après le premier coup de pioche, la tour atteignait déjà le 75e étage. En novembre, elle dominait le monde du haut de son 86e niveau. Le mât d'amarrage, cette excroissance inutile et magnifique, fut achevé au printemps 1931. Cette vitesse frénétique avait un goût de sang et de sueur car la volonté des hommes ne suffit pas toujours à dompter la gravité. Le prix de la vitesse est toujours payé en vies humaines. Officiellement, la liste des morts ne compte que 5 noms. Une statistique soigneusement polie pour les investisseurs et la presse. Mais dans l'ombre des poutres froides, la réalité est bien plus sombre. Le 4 septembre 1930, un monteur nommé J.L. Smith bascule du 5e étage. 2 semaines plus tard,
un certain Griffin le rejoint dans l'oubli. Le 15 octobre, c'est McDuffie qui est broyé par la machine du progrès. 2 autres âmes s'évaporeront durant l'hiver. 5 noms sur un papier, mais les ouvriers et les historiens murmurent un chiffre bien plus sinistre, entre 8 et 14 morts. On raconte que les familles des défunts étaient repayées pour se taire, le silence étant le seul luxe qu'un ouvrier puisse offrir aux puissants. L'Empire State devait rester un symbole de triomphe, pas une morgue verticale. Beaucoup étaient des immigrés, travaillant parfois sous des noms d'emprunt, des spectres anonymes dont les restes ont été symboliquement absorbés par les fondations de calcaire et de briques. Le quotidien de ces hommes était une plongée en enfer. Des journées de 12 heures à 1000 pieds d'altitude, là où le froid de l'hiver gèle les articulations et où la chaleur de l'été transforme l'acier en plaque de cuisson. Le vacarme était la seule musique de Manhattan. Les équipes de rivetage, véritables quatuors de la mort, travaillaient dans une synchronisation parfaite. Le premier chauffait les rivets au rouge vif, le second les attrapait au vol dans un cône métallique, le troisième les maintenait avec des pinces et le quatrième les martelait avec un pistolet pneumatique dont les échos résonnaient dans tout Midtown. Ce squelette de fer fut bientôt habillé de 10 millions de briques et de calcaire d'Indiana, une armure de 85 étages conçue pour impressionner par sa verticalité brutale. Les retraits successifs de la façade, dictés par les lois d'urbanisme, donnaient au géant son profil iconique, une silhouette qui semblait dire au reste du monde que l'Amérique, même à genoux, pouvait encore toucher les étoiles. À l'intérieur, une armée d'artisans tissait les veines du colosse. 67 ascenseurs, des cages de métal ultra rapides destinées à propulser les futurs manias vers le 86e étage, s'inséraient dans le cœur de la tour. Chauffage à vapeur, câblage électrique, plomberie complexe, tout devait être parfait. Les chiffres donnent le vertige. 10 millions de briques, 730 tonnes d'aluminium et d'acier inoxydable, 6514 fenêtres ouvrant sur un abîme de misère. Le coût total s'éleva à 40 800 000 $. Une fortune indécente à une époque où une maison confortable coûtait 5 000 $ et où le salaire annuel moyen dépassait à peine les 1 500 $. Raskob, le magicien des chiffres, avait prévu 50 millions. Starrett lui offrit la tour pour moins que cela. Le profit, même dans la démesure, restait la seule religion de l'époque. Le 1er mai 1931, l'Empire State Building ouvre officiellement ses mâchoires d'acier. À Washington, Herbert Hoover presse un bouton symbolique pour illuminer la tour. À New York, Al Smith se tient fièrement à l'entrée, entouré de dignitaires et de journalistes, flanqué du futur président Franklin D. Roosevelt. Les lumières s'allument, les caméras crépitent et le monde applaudit, ce qui semble être le sommet de la civilisation. Le témoin silencieux observe désormais la ville. Les lumières brillent, mais les bureaux sont déserts. Le géant de fer est debout, triomphant au milieu d'un désert économique, rappelant à tous que la grandeur a un prix que l'argent ne peut jamais totalement rembourser. Les flashs des photographes immortalisent un mensonge. Al Smith sourit, sa silhouette ronde découpée contre l'acier, mais ce qu'il inaugure ce 1er mai 1931 n'est pas un triomphe, c'est un sépulcre vertical. Son nom est gravé sur le marbre. Son bureau trône au sommet, mais sous ses pieds, le silence est assourdissant. Sur les 2 millions de pieds carrés de bureaux, le vide occupe 80% de l'espace. La tour est une carcasse magnifique dont personne ne veut. La Grande Dépression a dévoré l'avenir. Les entreprises ne cherchent plus à s'étendre. Elles cherchent à survivre, à se contracter ou simplement à mourir dans l'ombre. L'humiliation publique est immédiate, brutale, sans merci. La presse new-yorkaise, toujours prompte à achever les blessés, rebaptise l'édifice l'Empty State Building. On se moque de la dernière érection d'Al Smith, un monument à la faillite du capitalisme déchaîné. La nuit, le géant reste sombre. Les fenêtres des étages supérieurs sont des orbites vides, noires comme le désespoir des chômeurs qui arpentent le trottoir 1000 pieds plus bas. Ce bâtiment, qui devait hurler la domination de l'Amérique, n'est plus qu'un cri muet annonçant son effondrement. Raskob avait parié sur une crise brève. Il avait cru que l'économie reprendrait son souffle avant la pause du dernier rivet. Il s'était trompé avec une arrogance catastrophique. En 1932, le pays touche le fond. Les banques s'écroulent par centaines. Le chômage frappe 25% de la population active. L'Empire State Building offre le luxe le plus moderne du monde, mais personne n'a les moyens de se payer un mirage.
Les investisseurs frôlent la ruine. Empire State Incorporated croule sous des dettes colossales, incapable d'honorer les traites d'une hypothèque monstrueuse. Le revenu des loyers ne couvre même pas les frais de fonctionnement. Le bâtiment saigne de l'argent par toutes ses artères de cuivre. En 1933, le couperet tombe. L'hypothèque est en défaut de paiement. La Metropolitan Life Insurance Company, qui détient la créance, possède alors le pouvoir de saisir le plus haut bâtiment du monde. Elle s'en abstient. Saisir l'icône de l'Amérique en pleine débâcle serait un désastre de relations publiques, une preuve trop flagrante que le système est mort. Il vaut mieux laisser Smith et Raskob se débattre dans leur cage dorée. Al Smith continue de se rendre chaque jour à son bureau du 80e étage, symbole pathétique de respectabilité dans un désert de béton. Son rôle est devenu purement cérémoniel. Il serre des mains, donne des interviews, défend l'indéfendable. Mais les chiffres, eux, ne mentent jamais. Le salut du colosse viendra d'une source inattendue et humiliante, le tourisme. Les entreprises boudent les bureaux, mais les badauds sont prêts à payer $1 pour monter au 86e étage. C'est le prix pour voir le monde d'en haut quand on a tout perdu d'en bas. Dès les premiers mois, l'Observatoire génère plus de revenus que tous les baux commerciaux réunis. Le plus grand immeuble de bureaux de la planète survit comme une vulgaire attraction de foire. Pour attirer du sang neuf, la direction brade les prix, offre des mois gratuits, accepte des petites entreprises précaires là où Raskob rêvait de cartels industriels. En 1935, le taux d'occupation atteint péniblement 60%. Le profit reste une chimère. Quant au mât d'amarrage pour dirigeables, il sombre dans le ridicule. Les critiques avaient raison. La physique ne se soumet pas à l'ego des milliardaires. Le 15 septembre 1931, un petit dirigeable privé tente l'impossible. Les courants d'air ascendants, propulsés par la masse thermique du bâtiment, transforment l'approche en cauchemar. Le nez de l'aéronef parvient à frôler le mât pendant 3 minutes terrifiantes. Des journaux lancés depuis la couronne s'envolent dans le chaos des vents. Les passagers, pétrifiés dans leurs nacelles, refusent de tenter le transfert vers le bâtiment. Le dirigeable lâche prise et s'enfuit. Plus jamais aucun engin volant ne tentera de s'accrocher à cette flèche d'orgueil. Le mât reste là, une excroissance de 60 mètres dédiée à la vanité de Raskob. Mais le bâtiment commence à attirer un autre genre d'attention, plus sombre, plus définitif. Le matin du 1er février 1933, alors que le vent siffle entre les poutres, un homme escalade la clôture de sécurité de l'observatoire. Il se tient un instant sur l'étroit rebord suspendu entre le ciel et l'abîme. Les gardes se précipitent, mais le vide est plus rapide. Le corps chute de 320 mètres avant de fracasser le toit d'un immeuble voisin. Il ne sera jamais identifié. C'est le premier d'une longue liste de désespérés qui viendront chercher dans cette tour une fin à la hauteur de leur détresse. Le témoin silencieux a enfin reçu son offrande de sang. Le gratte-ciel n'est plus seulement une prouesse technique ou un échec financier. Il est devenu une partie intégrante de la psyché américaine, un lieu où l'on vient pour rêver de grandeur ou pour en finir avec la vie. La tour de Raskob et Smith est debout, imperturbable, ignorant les larmes et les bilans comptables, fixant l'horizon de ces milliers de fenêtres aveugles. Elle a survécu à la haine, à la moquerie et à la faillite pour devenir enfin immortelle. L'homme qui franchit le garde-fou ce matin du 1er février 1933 ne cherchait pas la vue. Il cherchait l'oubli. Il devint le premier d'une sinistre procession de spectres à choisir l'Empire State Building comme terminus. La chute dura quelques secondes, un sifflement dans l'air glacé de Manhattan avant le fracas final sur un toit de la 33e rue. Il n'avait pas de nom, pas de papier, rien qu'un corps brisé par la chute de 1000 pieds. Très vite, d'autres suivirent. L'observatoire, conçu pour célébrer la puissance, devint le plongeoir du désespoir. La barrière était facile à escalader pour qui possédait la force du renoncement. La chute était une certitude mathématique, un impact instantané qui effaçait les dettes et la faim. À la fin de l'année 1933, 5 personnes avaient déjà sauté. La direction fit installer des clôtures plus hautes, posta des gardes entraînés à traquer la mélancolie dans les yeux des visiteurs, mais rien n'y fit. Le monument au capitalisme triomphant était devenu la morgue la plus haute du monde. Le symbole était insoutenable. L'édifice qui devait toucher Dieu servait désormais à ceux qui voulaient le rejoindre plus vite que prévu.
Pendant que les corps tombaient, le géant de fer et de pierre luttait pour sa propre survie. Maintenir un tel colosse en vie était une tâche herculéenne. Il fallait nettoyer des hectares de calcaire, graisser des kilomètres de câbles d'ascenseur, réparer des systèmes mécaniques qui ne servaient presque à personne. Une armée de concierges, d'ingénieurs et de gardiens de sécurité hantait les couloirs déserts. Pour ces hommes, l'Empire State n'était pas un symbole. C'était une bouée de sauvetage. Dans une Amérique où l'on se battait pour une miche de pain, posséder un badge de l'Empire State Incorporated était une bénédiction. Des centaines d'emplois furent ainsi maintenus, une minuscule goutte de dignité dans un océan de misère. À l'intérieur de cette carcasse, la vie s'organisait de manière étrange. Au 70e étage, loin des rumeurs de la rue, la Radio Corporation of America installa des laboratoires secrets. RCA expérimentait une technologie encore balbutiante, la télévision. En 1935, des ondes invisibles commencèrent à émaner du mât d'amarrage, portant des images fantomatiques dans un rayon de 50 miles. C'était le début d'une mine d'or inattendue. Ce mât, inutile pour les dirigeables, allait devenir l'antenne la plus rentable de l'histoire. Mais, pour l'heure, les locataires n'avaient rien de prestigieux. On y trouvait des courtiers en import-export aux abois, de petits fabricants de textiles, des agences de voyage sans clients et des assureurs gérant des sinistres à la chaîne. Aucune des grandes corporations rêvées par Raskob ne daignait s'installer ici. La tour n'était plus un désastre total, elle était devenue une déception coûteuse, une cathédrale déclassée qui acceptait n'importe quel fidèle pourvu qu'il puisse payer son loyer. John Jacob Raskob, l'homme qui voulait humilier l'élite protestante, avait perdu des millions. Ses actions dans l'Empire State ne valèrent plus rien. Sa réputation de génie de la finance était partie en fumée dans les courants d'air de la 34e rue. Il avait bâti le plus haut bâtiment du monde au pire moment possible de l'histoire humaine. Sa vision n'était plus qu'une erreur de timing monumentale gravée dans l'Indiana Limestone. Certes, il restait riche grâce à ses parts chez General Motors et DuPont, mais l'Empire State Building restait une tache indélébile sur son héritage, un rappel constant de son orgueil démesuré. Al Smith, lui, souffrait d'une solitude plus intime. Ce fils de la classe ouvrière n'avait jamais amassé de fortune. Ce poste de président de la tour devait être sa retraite, sa sécurité. À la place, il reçut l'embarras. Chaque matin, il traversait un hall immense et vide pour rejoindre son bureau au sommet d'une blague architecturale. Rejeté par les électeurs en 1928, il était désormais boudé par le commerce américain. Il restait pourtant à son poste, obstiné, tel le capitaine d'un navire de pierre qui refuse de couler, même si la mer l'a déjà oublié. Les architectes de Shreve, Lamb et Harmon s'en sortèrent mieux. Ils avaient livré le monstre dans les temps et sous le budget initial. L'échec n'était pas technique, il était systémique. La tour fonctionnait parfaitement, ses ascenseurs étaient des merveilles de fluidité. Sa structure était indestructible. Le problème était que le monde en dessous s'était arrêté de tourner. Et puis, il y avait les autres. Les ouvriers, ceux qui avaient réellement saigné pour chaque rivet. Officiellement, 5 morts. En réalité, sans doute le double ou le triple. Leurs noms ne figurent sur aucun mémorial dans le hall de marbre. Aucune plaque ne rappelle le sacrifice de ces immigrés, souvent embauchés sous des pseudonymes pour contourner les quotas ou les syndicats. Leurs décès furent absorbés par les coûts de construction, dilués dans les rapports comptables. Dans cette guerre pour la hauteur, l'homme était une munition comme une autre, interchangeable, jetable. Le bâtiment importait. Ceux qui l'avaient dressé n'étaient que des ombres déjà effacées avant même que le ruban ne soit coupé. Le témoin silencieux continuait de monter vers le ciel, bâti sur un cimetière d'ambition et de cadavres anonymes, attendant l'heure où, enfin, le monde redeviendrait assez fou pour remplir ses étages. Le témoin silencieux, une blessure béante dans le flanc nord, entre le 78e et le 79e étage, là où l'acier a rencontré le feu du ciel. Un trou de 6 mètres de haut comme une gueule ouverte révélant les entrailles fumantes d'un empire qui se croyait intouchable. L'Empire State Building entame la Seconde Guerre mondiale comme un symbole de résilience. La Grande Dépression ne l'a pas tué, elle l'a simplement affamé. À l'aube de 1941, le taux d'occupation a grimpé jusqu'à 75%. Ce n'est pas encore le profit, mais ce n'est plus le naufrage. Puis le tonnerre de Pearl Harbor résonne.
L'Amérique se mobilise pour une guerre totale, et soudain, la tour trouve enfin sa raison d'être. Le gouvernement fédéral, dans une frénésie bureaucratique, loue des étages entiers. Les agences d'approvisionnement militaire, les services de renseignement et l'office de l'administration des prix s'installent dans les couloirs autrefois déserts. Pour la première fois depuis son inauguration, le géant est plein. L'oncle Sam paie le prix fort, sans discuter. La guerre est en train de sauver ce que la misère avait failli détruire. La sécurité devient une obsession. On contrôle les identités, on restreint les accès, on craint les espions, les saboteurs. La cible est trop grande pour être cachée, trop haute pour être protégée. Elle attend, immobile, sous les yeux des guetteurs aériens. Le matin du 28 juillet 1945, un brouillard épais et laiteux s'abat sur Manhattan. La visibilité est nulle. Un linceul blanc qui efface les sommets. À bord d'un bombardier B-25 Mitchell, le lieutenant-colonel William Franklin Smith Jr., un vétéran aux 1000 heures de vol, tente de rallier Newark. Avec lui, 2 hommes, le sergent-chef Christopher Ditravich et Albert Perna, un mécanicien de la marine qui a simplement profité du voyage. Smith n'aurait jamais dû décoller. La tour de contrôle de LaGuardia l'a prévenu. Visibilité inférieure à 3 miles. Smith, têtu, sûr de son talent, plonge dans la purée de poids. Il vole à l'aveugle, guidé par son seul instinct. À 9h40, le monstre d'acier émerge du brouillard à plus de 320 km/h. Il remonte la 5e avenue, volant si bas que les employés de bureau voient les rivets de son fuselage. Le B-25 est à 270 mètres d'altitude. L'Empire State Building, lui, culmine à 443 mètres. Smith voit la muraille de pierre surgir devant lui. Il tire désespérément sur le manche. Le bombardier se cabre, mais la physique est une juge impitoyable. À 9h49, le choc est apocalyptique. Le B-25 percute la face nord de l'Empire State entre le 78e et le 79e étage. L'impact déchire la pierre, créant une brèche de 6 mètres. Les ailes sont cisaillées comme du papier, tandis que le fuselage s'enfonce profondément dans la structure. Un des moteurs traverse littéralement le bâtiment, ressort par le côté sud et vient s'écraser sur le toit d'un immeuble voisin sur la 33e rue, déclenchant un incendie immédiat. Le second moteur plonge dans une cage d'ascenseur. Les réservoirs de carburant explosent. 4000 litres d'essence d'aviation à haut indice d'octane se transforment en une boule de feu terrifiante qui jaillit par les fenêtres. Une fumée noire, grasse, envahit le ciel de Manhattan. Au sol, les passants hurlent et s'enfuient sous une pluie de débris. Morceaux d'aluminium, éclats de calcaire, verres pilés et mobilier de bureau calciné. Les 3 hommes à bord sont pulvérisés à l'instant même du contact. Le colonel Smith est projeté à travers son pare-brise jusque dans les décombres du 79e étage. Son corps sera retrouvé plus tard au fond d'une cage d'ascenseur. À l'intérieur, les employés n'ont eu aucun avertissement. Le bombardier a frappé de plein fouet les bureaux des services de secours de guerre catholiques. 11 personnes y travaillaient. 10 meurent sur le coup, incinérés par le souffle ou écrasés par les blocs de pierre. Une femme survit quelques instants avant que ses blessures ne l'emportent. Au 80e étage, juste au-dessus du brasier, le sol tremble. Une épaisse fumée s'insinue par les jointures. On pense d'abord à l'explosion d'une chaudière, mais l'odeur d'essence et de mort ne trompe personne. Le témoin silencieux brûle. Pour la première fois de son histoire, le géant vacille. Ce n'est plus seulement une crise économique qui le menace, mais une plaie béante et ardente. Le sang des innocents coule sur le calcaire d'Indiana, et Manhattan regarde, pétrifié, son icône transformée en torche géante. La question n'est plus de savoir si le bâtiment sera rentable, mais s'il va tenir. Dans les couloirs étroits de la tour, la panique n'a pas de visage. Elle n'a que le son des semelles qui frappent le béton des escaliers de secours. Les ascenseurs, ces veines de cuivre qui faisaient battre le cœur du géant, sont désormais des cercueils immobiles. L'impact a sectionné les câbles comme s'ils étaient de vulgaires fils de soie, endommageant une machinerie que l'on pensait éternelle. C'est ici que s'écrit l'un des chapitres les plus irréels de l'histoire de New York. Betty Lou Oliver n'a que 20 ans. Ce matin-là, elle n'est qu'une simple opératrice d'ascenseur, une silhouette anonyme dans l'immensité de l'Empire. Lorsque le bombardier déchire la paroi, le souffle de l'explosion la projette hors de sa cabine, la laissant brûler, le dos brisé, gémissante sur le sol. Les secouristes, dans un geste qu'ils croient salvateur,
la place dans une autre cabine pour l'évacuer vers le hall où les ambulances l'attendent. Ils ignorent que le métal a déjà avoué sa défaite. Les câbles, affaiblis par le choc et la chaleur, tiennent encore quelques secondes. Puis, dans un claquement sinistre de fouet géant, ils rompent. La chute est vertigineuse. Betty Lou Oliver plonge dans l'abîme, enfermée dans une boîte de métal qui s'emballe. Elle chute de 75 étages. 1000 pieds de descente libre dans l'obscurité totale de la gaine. Le système de freinage d'urgence hurle et échoue. Au fond du puits, l'eau des canalisations brisées et les kilomètres de câbles sectionnés se sont accumulés, créant un coussin de fortune improvisé par le destin. Contre toute logique physique, Betty Lou Oliver est retrouvée vivante dans les décombres de sa cabine, broyée mais respirante. Elle vient de survivre à la plus longue chute d'ascenseur de l'histoire. Elle passera des mois à l'hôpital, le corps supplicié, témoin vivant que la tour peut parfois épargner ceux qu'elle a brisés. Pendant 40 minutes, le 79e étage se transforme en une fournaise hors de contrôle. Les pompiers, arrivés en un éclair, découvrent l'impuissance. À cette hauteur, la pression d'eau est une insulte au brasier. Il faut acheminer les tuyaux, monter les pompes à bout de bras dans des escaliers noyés de fumée où la visibilité est un souvenir. Dans les bureaux ravagés, on retire des corps calcinés de l'acier tordu. À 10h30, le feu est maîtrisé. Le squelette de l'Empire State Building a tenu bon. 18 000 livres de bombardiers lancés à pleine vitesse n'ont été qu'une piqûre d'insectes pour les 365 000 tonnes de la structure. Le géant n'a pas bronché. Le bilan humain s'arrête à 14 noms. 3 militaires, 11 civils, des secrétaires, des clercs, des administrateurs qui avaient eu le malheur d'être zélés un samedi matin. On évacue les morts dans le silence lourd de la 34e rue, tandis que l'on conclut à l'accident stupide. Le lieutenant-colonel Smith a simplement volé vers une mort qu'il ne pouvait éviter et l'Empire State Building se trouvait sur son chemin. Mais la ville ne s'arrête pas pour les fantômes. Le lundi 30 juillet 1945, 2 jours seulement après que le sang a coulé sur les murs, la tour rouvre ses portes. Le capitalisme n'a pas de temps pour le deuil. Les loyers doivent être perçus, les affaires doivent reprendre. Les locataires enjambent les cicatrices de pierre pour rejoindre leur bureau. Les ascenseurs recommencent leur balai mécanique. La tour a survécu à un bombardier, elle est invincible. Pourtant, la gloire de ce drame sera de courte durée. Moins de 2 semaines plus tard, le 6 août 1945, l'ombre d'Hiroshima s'étend sur le monde. 14 morts à Manhattan ne font plus le poids face aux 100 000 âmes évaporées au Japon. L'accident devient une note de bas de page, une curiosité historique balayée par l'ère atomique. On change les règlements de vol, on interdit le brouillard aux pilotes, mais le mal est fait. La structure est réparée, le trou est comblé, le calcaire est remplacé. Les traces disparaissent, mais le silence des morts, lui, reste incrusté dans le mortier. Le témoin silencieux contemple aujourd'hui la fourmilière humaine à ses pieds. Il a vu la misère de la dépression, l'arrogance de ses créateurs, le sang de ses bâtisseurs et le feu du ciel. Il se dresse toujours, imperturbable, rappelant à chaque passant que la grandeur est une façade fragile derrière laquelle se cachent des sacrifices que l'histoire préfère oublier. Un monument à la réussite, disent-ils. Ou peut-être simplement le plus haut tombeau jamais érigé à la gloire de l'obstination humaine. Le témoin silencieux observe le manège des truelles et le balancement des échafaudages. En quelques mois, la cicatrice béante laissée par le bombardier s'efface sous une peau neuve de calcaire d'Indiana et de briques fraîches. Les vitres sont remplacées. Les bureaux du 79e étage sont reconstruits avec une précision clinique. Début 1946, le monstre est intact. Pour le passant distrait, le crash n'est déjà plus qu'une rumeur urbaine, une ombre vite dissipée par la lumière crue de l'après-guerre. Seuls ceux qui étaient là, ceux qui ont senti l'odeur de la chair brûlée mêlée au kérosène, gardent la trace du traumatisme. Et les familles des défunts, bien sûr. Pour elles, l'Empire State Building ne sera plus jamais une prouesse architecturale, mais une stèle verticale dont l'ombre s'étire sur leur deuil éternel. L'économie américaine explose. La guerre a agi comme un électrochoc sur les marchés. Le sang versé en Europe et dans le Pacifique se transforme en dollars sonnants et trébuchants. En 1950, 19 ans après avoir ouvert ses portes dans un silence glacial, le bâtiment devient enfin rentable.
L'Empty State Building n'est plus qu'une insulte délavée, un souvenir de l'époque où Al Smith mendiait des locataires. Les étages se remplissent de bureaucrates, de dactylos et de cadres dynamiques. La blague s'est évaporée devant la réalité comptable. Le géant respire enfin. L'observatoire, lui, ne désemplit pas. On vient du Kansas ou de Paris pour s'entasser dans les ascenseurs et atteindre ce 86e étage, ce balcon sur le monde où, par temps clair, l'œil peut embrasser l'horizon sur 130 km. Pour $1 ou $2, les familles s'achètent un morceau d'éternité. Les soldats y amènent leurs fiancés, les touristes y perdent leur souffle. C'est l'attraction la plus populaire de New York, éclipsant la Statue de la Liberté, narguant Central Park. Mais cette gloire cache une force d'attraction bien plus sinistre. Le 1er mai 1947, Evelyn McHale, une comptable de 23 ans à la beauté mélancolique, monte vers le ciel. Elle n'admire pas la vue. Elle retire son manteau, le plie avec une minutie maniaque et le dépose sur la rambarde. Puis, elle franchit la clôture. Elle chute de 320 mètres. Son corps s'écrase sur le toit d'une limousine des Nations Unies garée sur la 34e rue. L'impact est un chaos de métal froissé. Mais le corps d'Evelyn reste étrangement intact, presque composé. Un étudiant en photographie, Robert Wiles, traverse la rue au moment précis où le silence est rompu par le fracas. Il déclenche son obturateur. L'image qui en résulte est d'une cruauté magnifique. Evelyn semble dormir dans le berceau d'acier tordu de la voiture. Ses jambes sont croisées aux chevilles. Sa main droite repose sur son ventre. Ses yeux sont clos. La violence de la chute est partout autour d'elle, mais son expression est d'une sérénité absolue. Le magazine Life publie la photo sous le titre « Le plus beau suicide du monde ». C'est une apothéose macabre qui fera le tour du globe, inspirant Andy Warhol et des générations d'artistes. Evelyn est devenue l'icône du désespoir urbain, une muse du vide. Dans sa poche, on retrouve un mot d'adieu, poli et glacial. Elle ne voulait être un fardeau pour personne. Elle demandait que son fiancé ne voie pas son corps. Elle s'excusait d'exister. Elle avait choisi le néant plutôt qu'un avenir avec Barry Rhodes, l'étudiant qu'elle devait épouser. Le monument à la gloire du capitalisme venait de s'offrir une nouvelle égérie sanglante. Avant de découvrir comment la direction de la tour a tenté de verrouiller le ciel pour empêcher d'autres âmes de s'évaporer, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces chroniques de l'ombre. La réponse de la direction est immédiate et purement structurelle. On rehausse les clôtures, on incline les barrières vers l'intérieur pour décourager les grimpeurs. Les gardes reçoivent l'ordre de traquer la détresse derrière les sourires de façade. Tout visiteur un peu trop pensif, un peu trop hagard, est immédiatement interrogé. Mais le mal est fait. L'Empire State Building est désormais une destination pour ceux qui n'ont plus d'issue. On saute des fenêtres des étages inférieurs, on ruse avec les barrières de l'observatoire. Entre 1947 et 1950, au moins 5 autres personnes s'offrent au vide. La tour de Roscoe est devenue un paradoxe de pierre et d'acier. C'est un lieu de miracle et de tragédie. Une destination de rêve où l'on vient s'émerveiller du haut de la plateforme, même où d'autres ont décidé de mourir. Les touristes rient et mangent des hot-dogs là où Evelyn a laissé son manteau. Le témoin silencieux ne résout jamais cette contradiction. Il se contente de rester là, vertical et froid, abritant dans ses entrailles le tumulte des affaires et le silence de ceux qui ont préféré la chute à la vie. Le témoin silencieux contemple la métamorphose. Le béton et l'acier ne sont plus seulement de la matière, ils deviennent de la mythologie. En 1933, alors que les couloirs sont encore hantés par le vide, une créature de celluloïd offre à la tour sa consécration mondiale. RKO Pictures sort King Kong. Le public voit ce singe colossal, arraché à son île sauvage, escalader les flancs de l'Empire State Building, serrant contre lui l'actrice Anne Darrow. Les biplans harcèlent la bête au sommet de la flèche Art déco. Kong s'effondre, broyé par la chute, mais l'Empire State Building, lui, reste debout. Ce film change tout. Pour des millions de personnes qui ne mettront jamais les pieds à New York, la tour n'est plus un investissement immobilier foireux, c'est le lieu où King Kong a rendu son dernier souffle.
La silhouette du bâtiment, avec ses retraits élégants et son mât d'amarrage inutile, s'imprime dans l'inconscient collectif. L'échec financier s'efface derrière le triomphe du symbole. On ne loue plus seulement des bureaux, on occupe un morceau d'histoire. À mesure que les années 1950 défilent, l'orgueil de Raskob trouve enfin une utilité pragmatique, presque ironique. Ce mât qui n'avait jamais pu amarrer le moindre zeppelin se hérisse soudain d'antennes de radio et de télévision. La hauteur pure. Cette quête insensée d'ego devient un gisement d'or. À 443 mètres d'altitude, les signaux atteignent des millions de foyers. Les chaînes de diffusion paient des fortunes pour accrocher leurs émetteurs à la couronne du géant. Le flux d'argent commence enfin à circuler dans les veines de la tour. Les locataires changent de visage. Les petites entreprises précaires laissent place à de prestigieux cabinets d'avocats et à des firmes de services financiers. L'adresse devient respectable, solide, presque bourgeoise. On ne rougit plus de travailler dans l'Empire State Building. Mais le destin des hommes reste bien plus fragile que celui des pierres. Al Smith s'éteint le 4 octobre 1944 à l'âge de 70 ans. Il a présidé l'Empire State Incorporated pendant 13 longues années. Voyant la tour agoniser pendant la dépression et renaître sous les bombes de la guerre. Il meurt d'une défaillance cardiaque sans avoir vu son rêve devenir enfin rentable. Des milliers de personnes se pressent à ses funérailles à la cathédrale Saint-Patrick, saluant le champion du peuple dont l'ultime projet fut ce gratte-ciel démesuré. La moquerie a fini par se taire. Smith a survécu au mépris, mais pas autant. John Jacob Raskob, le cerveau derrière le rideau, le rejoint dans l'ombre le 15 octobre 1950. À 71 ans, le fils du fabricant de cigares laisse derrière lui une fortune faite et défaite. Son investissement dans la tour fut un désastre comptable, mais une victoire culturelle absolue. Le monument a survécu à tout, à la ruine, à la guerre, au crash du B-25, au corps qui pleuvait de son observatoire. Les nécrologies de Raskob célèbrent le bâtisseur, transformant sa folie en un héritage impérissable. Cependant, la cruauté du système ne pardonne pas. Les investisseurs originaux, ceux qui ont misé leurs économies sur ce rêve d'acier, ont été balayés, ruinés par les restructurations de dettes successives. La Metropolitan Life Insurance a fini par prendre les commandes, laissant les actionnaires de la première heure avec des cendres entre les mains. C'est là le secret le plus sombre de l'Empire State Building. C'est un monument qui exige des sacrifices pour briller. Les ouvriers qui sont morts pour le construire n'ont pas de plaque. Les investisseurs qui l'ont financé sont morts fauchés. Les visionnaires qui l'ont rêvé n'ont connu que l'amertume avant la rédemption posthume. Seule la structure triomphe. Elle se nourrit des échecs humains pour s'élever toujours plus haut dans la mémoire des hommes. Le coût humain n'est qu'une ligne budgétaire déjà oubliée. Le règne du géant touche pourtant à sa fin. Dans les années 1960, de nouvelles ombres s'allongent sur Manhattan. À quelques kilomètres de là, les tours jumelles du World Trade Center commencent à lacérer le ciel, promettant d'atteindre des sommets que Raskob n'avait même pas osé imaginer. L'Empire State Building s'apprête à perdre son titre, redevenant ce qu'il a toujours été au fond. Un témoin silencieux, hanté par les fantômes de ceux qui ont tout perdu pour qu'il puisse un jour dominer le monde. Le témoin silencieux regarde désormais vers le sud, là où de nouveaux colosses s'élèvent. Sa couronne d'antennes crépite dans la nuit, un phare pour les égarés et un trône pour les morts. Il ne cherche plus à être le plus haut. Il se contente d'être celui qui reste, celui qui a vu le sang sécher sur son calcaire et l'argent couler dans ses fondations, imperturbable gardien d'un empire bâti sur le vide. Le témoin silencieux contemple l'horizon avec la lassitude des monarques déchus. Pendant 40 ans, il a régné en maître absolu sur le ciel de Manhattan, un record de longévité qu'aucun autre gratte-ciel ne viendra lui ravir. Mais en perdant son titre de plus haute structure du monde, l'Empire State Building gagne quelque chose de bien plus précieux que quelques mètres d'acier. Il devient intemporel. Il n'est plus une simple tour. Il est l'âme de la ville, une sentinelle de pierre qui a appris que la véritable puissance ne réside pas dans la hauteur, mais dans la capacité à durer alors que tout le reste s'effondre. Pourtant, cette aura de légende continue d'exercer une attraction fatale sur ceux qui ont perdu pied. Les décennies 1960 et 1970 défilent.
et le pavé de la 34e rue continue de recevoir, avec une régularité de métronome, les corps de ceux qui cherchent une sortie définitive. Les barrières sont encore rehaussées, les gardes deviennent des traqueurs d'âmes en détresse, mais la mort trouve toujours un chemin. Le nombre exact de suicidés reste un mystère soigneusement gardé, une estimation flottant entre 30 et 50 victimes. Le bâtiment absorbe ces tragédies dans le silence de son calcaire noirci par la pollution, comme s'il se nourrissait de ses vies brisées pour fortifier ses fondations. Le 16 décembre 1977, le destin joue cependant une partition inédite. Une femme franchit le garde-fou du 86e étage, s'offrant au vide avec la certitude de la fin. Mais l'Empire State Building, dans un élan de grâce ou de cruauté, refuse son offrande. Une rafale de vent puissante, l'un de ces courants thermiques qui avaient jadis terrifié les pilotes de dirigeables, repousse son corps vers la structure. Elle s'écrase un étage plus bas, sur l'étroit rebord du 85e. Le bassin brisé, hurlant de douleur sous le ciel de plomb, elle est secourue par les gardes. Elle survit, devenant l'exception qui confirme la règle. Ici, même la mort doit parfois demander la permission à l'acier. Pour masquer ces ténèbres, les propriétaires décident en 1976 de transformer le sommet de la tour en un phare chromatique. Un système de projecteurs colorés est installé permettant à l'édifice de changer de peau selon les célébrations ou les deuils de la cité. Vert pour la Saint-Patrick, rose pour la lutte contre le cancer, rouge, blanc et bleu pour l'indépendance. La tour devient le baromètre émotionnel de New York. Mais même cette lumière n'échappe pas à la controverse. En 1998, lorsque le bâtiment se drape de rouge et de jaune pour honorer le Nouvel An chinois, la ville s'embrase. On y voit une allégeance au régime communiste, une insulte au rêve américain. La direction se défend, invoquant la culture contre la politique, mais l'incident prouve une chose. Chaque éclat de lumière sur cette flèche est scruté comme un oracle. Le matin du 11 septembre 2001, le monde bascule dans l'horreur. Les tours jumelles du World Trade Center s'effondrent sous les attaques terroristes, emportant près de 3000 vies dans un nuage de poussière et de sang. Soudain, dans un silence de fin du monde, l'Empire State Building redevient le plus haut bâtiment de Manhattan. C'est une distinction qu'il n'a pas cherchée, une couronne d'épines récupérée par défaut sur les cendres de ses rivaux. La symbolique est insoutenable. Il est debout parce que les autres sont tombés. Il devient instantanément le symbole d'une résilience meurtrie, un rappel que si les structures peuvent durer, elles sont aussi des cibles. La paranoïa remplace l'insouciance. Accéder à l'observatoire ressemble désormais à un passage en zone de guerre. Scanner, fouilles systématiques, détecteurs de métaux, gardes armés. L'Empire State Building, qui accueillait autrefois n'importe quel rêveur pour $1, scrute désormais chaque visiteur avec la méfiance d'un survivant traumatisé. Les gratte-ciel ne sont plus seulement des prouesses architecturales. Ils sont les nouveaux champs de bataille d'un siècle qui a perdu son innocence. Le témoin silencieux se dresse désormais dans la nuit de 2026, baigné dans une lumière artificielle qui cache les cicatrices de son histoire. Il a vu les bâtisseurs mourir sans gloire, les investisseurs se ruiner pour son orgueil, les avions déchirer ses flancs et les désespérés s'évaporer depuis son sommet. Il n'est pas un monument au triomphe, mais un monument au coup du triomphe. Il nous rappelle que la grandeur n'est pas une destination, mais un fardeau que l'on porte étage après étage, rivet après rivet, jusqu'à ce que le ciel lui-même finisse par s'incliner. Le témoin silencieux observe la mutation d'une idole en forteresse. Les années qui suivent le traumatisme de 2000, transforme le gratte-ciel en un bunker de calcaire. On étudie des scénarios de fin du monde dans des bureaux climatisés, on érige des barrières de béton au niveau du bitume pour briser l'élan des voitures béliers, on durcit les accès comme on fortifie un château médiéval. Le géant se cuirasse contre des menaces que Raskob et Smith n'auraient pu imaginer dans leur pire cauchemar de financiers. Pourtant, l'appel du vide et de la vue est plus fort que la peur. Le tourisme s'effondre un instant, puis repart de plus belle, comme si New York avait besoin de prouver sa survie en grimpant au sommet de son icône. 4 millions de pèlerins se pressent chaque année dans les entrailles de l'édifice, payant le prix fort pour atteindre le 86e ou le 102e étage. Ce sont ces mains anonymes, tenant des billets et des appareils photos, qui maintiennent le colosse en vie. Le profit ne vient plus des bureaux, mais de la curiosité. Le monument est devenu une église dont les fidèles financent l'entretien. Le cinéma achève de transformer la pierre en mythe.
On ne compte plus les pellicules où l'Empire State joue le premier rôle. Dans Nuit blanche à Seattle, il est le sanctuaire du romantisme, le lieu où le destin réunit les amants sous les étoiles de néon. Dans Independence Day, on le regarde se faire pulvériser par des rayons extraterrestres avec un plaisir presque masochiste. Détruit, escaladé, défendu, célébré, chaque image renforce son statut de totem indestructible dans l'imaginaire mondial. En 1986, le verdict tombe, monument historique national. C'est une consécration, mais aussi une condamnation. Le géant est désormais figé dans le temps. On ne peut plus toucher à ses détails art déco, on ne peut plus modifier ses façades, on ne peut plus altérer son hall de marbre majestueux. Il est devenu un témoin prisonnier de son propre passé, une relique fonctionnelle qui ne peut plus évoluer, seulement durer. Il n'a plus besoin d'être le plus haut pour régner. Il lui suffit d'être celui qui a survécu à tout, à la dépression, aux guerres, au terrorisme et à l'oubli. Mais la tragédie, comme une ombre fidèle, ne quitte jamais tout à fait les hauteurs de la 34e rue. Le 23 février 1997, la violence reprend ses droits sur l'Observatoire. Il est 17h, l'heure où la lumière décline et où la ville commence à scintiller. Ali Abou Kamal, un homme de 69 ans au visage de grand-père inoffensif, monte au 86e étage. Dans ses bagages, un Beretta semi-automatique calibre .380. Il n'y a pas de cris, pas de revendications politiques hurlées au vent, juste le claquement sec de la poudre. Kamal ouvre le feu sur la foule compacte des touristes. 7 personnes s'effondrent. Christopher Burmester, un musicien danois de 27 ans qui n'avait que ses rêves pour bagages, meurt sur le coup. 6 autres sont mutilés, leur chair déchirée sur le sol où des millions d'autres ont marché avant eux. Avant de découvrir comment ce carnage a révélé les failles béantes de la sécurité au sommet de l'Amérique et le testament paranoïaque laissé par le tireur. Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la chute des icônes. Le carnage ne dure pas 60 secondes. Une fois son œuvre de mort accomplie, Kamal retourne l'arme contre lui et s'éteint, laissant son sang se mêler à celui de ses victimes sur le dallage de l'Observatoire. Les secours arrivent-ils trop tard pour le Danois, mais assez vite pour évacuer les blessés dans un chaos de sirènes et de cris. On fouille le passé de Kamal, on trouve des lettres amères, des récits de ruines financières et de haine contre ce système américain qui l'aurait broyé. Il était venu de Floride avec l'idée fixe de tuer des inconnus au sommet du monde. Il avait acheté son arme légalement sans éveiller le moindre soupçon. L'attaque jette une lumière crue sur l'impuissance de la tour. À l'époque, on entrait comme dans un moulin. Pas de détecteur de métaux, pas de fouilles sérieuses. N'importe qui pouvait monter vers le ciel avec la mort dans sa poche. Le témoin silencieux a vu les taches de sang être lavées une fois de plus. Il a vu les portails de sécurité se refermer, les détecteurs de métaux s'installer comme des sentinelles électroniques, et les sourires des touristes redevenir mécaniques sous l'œil des caméras. L'Empire State Building n'est pas qu'un bâtiment. C'est un miroir de nos ambitions les plus folles et de nos chutes les plus sombres. Il s'élève, arrogant et magnifique, bâti sur les cadavres de ceux qui l'ont construit, sauvé par l'argent de ceux qui le visitent et hanté par ceux qui l'ont choisi pour y mourir. Aujourd'hui, il contemple New York en 2026. Les nouvelles tours de verre de Billionaires Row le toisent de haut, mais elles n'ont ni son âme ni son sang. Elles n'ont pas vécu le feu, elles n'ont pas connu la faim. Elles n'ont pas accueilli le saut d'Evelyn ou la colère de Kamal. L'Empire State Building reste le seul véritable maître de Manhattan, car il est le seul à avoir payé le prix de l'immortalité, celui d'être un tombeau qui ne dort jamais. Le témoin silencieux contemple la fin d'une ère. La direction de la tour, qui s'était longtemps drapée dans une élégance hospitalière, capitule devant la brutalité du siècle. On ne monte plus vers les cieux comme on entre dans un rêve. On y accède après avoir été scanné, fouillé, dépouillé de son intimité. La fusillade de 1997 a scellé le destin de l'ouverture. En quelques mois, les détecteurs de métaux et les rayons X deviennent les nouveaux gardiens du temple. Le géant s'est durci une fois de plus, transformant son accueil en un protocole de zone de guerre. L'innocence est morte sur le dallage de l'Observatoire, et avec elle, une certaine idée de la liberté new-yorkaise. Le bilan comptable de la mort, si l'on ose l'établir, défie toute morale. Faites le calcul. Au moins 5 ouvriers pulvérisés pendant la construction, sans doute 10 dans la réalité des rapports maquillés. 14 âmes évaporées dans le brasier de 1945. Un innocent exécuté en 1997.
et entre 30 et 50 désespérés ayant choisi le vide pour seule réponse à leur existence. Le chiffre total dépasse les 50 vies, peut-être bien plus. C'est le prix du sang pour le bâtiment le plus célèbre du monde. Pourtant, parcourez les couloirs de marbre, cherchez une plaque, un nom, une prière gravée dans la pierre. Vous ne trouverez rien, le vide. L'Empire State Building n'est pas un mémorial, c'est une machine à cash. Il absorbe les cadavres, les digère et passe à la suite. Chaque tragédie n'est qu'une note de bas de page que l'on efface d'un coup de chiffon humide pour ne pas effrayer le client. Cette absence de commémoration est une insulte silencieuse, mais elle est la règle d'or du béton. Durant la dépression, la mort d'un ouvrier était considérée comme une simple dépense logistique, un coût inévitable. Les hommes connaissaient le risque. Ils échangèrent leur vie contre un salaire de misère pour nourrir leur famille. Quand l'un d'eux tombait, le chantier ne s'arrêtait pas. On remplaçait la pièce défaillante. Le bâtiment importait. L'individu n'était qu'un rivet de chair. Pour les suicidés, le silence était un pacte entre la honte des familles et le cynisme de la direction. On ne met pas de pierre tombale dans une attraction touristique qui rapporte des millions. Le business de la vue ne s'accommode pas de l'odeur de la morgue. Christopher Burmeister, ce musicien danois fauché par la folie de Kamal en 1997, n'a pas droit à une ligne sur le mur. Sa famille pleure à Copenhague pendant que Manhattan vend des billets pour le spectacle de l'horizon. 4 millions de visiteurs par an valident ce déni. L'argent, ça a enterré la mémoire. Au tournant du millénaire, le colosse est devenu une icône intouchable. On le voit partout. Au cinéma, dans les publicités, sur les cartes postales que l'on envoie pour dire « j'y étais ». Il est de New York, faite verticale. Mais derrière le symbole, la danse des propriétaires continue, révélant la véritable nature de la bête. En 1951, Roger Stevens et ses acolytes raflent la mise pour 51 millions de dollars. 10 ans plus tard, Lawrence Wynn et Peter Malkin en prennent le contrôle par une transaction d'une complexité byzantine. En 2006, la carcasse de calcaire est estimée à 2 milliards de dollars. La structure qui a ruiné ses architectes originaux et ses premiers investisseurs est devenue l'un des actifs les plus précieux de la planète. Le bâtiment a gagné la guerre de l'usure. Il a survécu à ceux qui l'ont rêvé pour récompenser ceux qui ont simplement su attendre. En 2009, le géant s'offre une cure de jouvence. On ne parle plus de hauteur, mais d'écologie, le nouveau vernis de la respectabilité moderne. 550 millions de dollars sont injectés pour réduire la consommation d'énergie de 38%. On installe 6500 nouvelles fenêtres haute technologie, on modernise les poumons de la tour, ses systèmes de chauffage et de climatisation. Le titan de l'ère industrielle se déguise en champion de la durabilité. C'est une métamorphose nécessaire pour ne pas devenir un anachronisme poussiéreux face aux nouvelles tours de verre de la 57e rue. Le témoin silencieux se dresse désormais dans la nuit de 2026, drapé dans ses lumières LED capables de changer de couleur en un clic. Il est magnifique, il est rentable, il est immortel. Mais sous le vernis de la rénovation écologique et le faste du hall restauré, le silence des fondations reste le même. Il est le monument de l'obstination, une sentinelle qui a vu passer la misère, le feu, la folie et l'arrogance. Il nous contemple du haut de ses 95 ans, rappelant à chaque New-Yorkais que pour toucher le ciel, il faut d'abord accepter de bâtir sur un cimetière d'ambitions oubliées. La tour ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à son ombre. Elle restera là quand nous ne serons plus que de la poussière sur ses vitres, imperturbable gardienne d'un empire qui n'a jamais fini de réclamer son dû. Le témoin silencieux observe la mutation d'une idole en forteresse technologique. Entre 2009 et 2013, on injecte une cure de jouvence à 550 millions de dollars dans les artères de calcaire. On remplace l'isolation, on optimise chaque conduit, on peaufine les entrailles d'un géant qui refuse de devenir un vestige. De l'extérieur, rien ne change. Le calcaire d'Indiana garde son allure de bastion immobile, défiant les siècles. Mais à l'intérieur, c'est une horloge de précision réglée sur le 21e siècle, capable de réduire sa consommation d'énergie de près de 40%. Cette efficacité retrouvée n'est pas une question d'altruisme écologique, c'est une nécessité économique brutale. Pour rester pertinent face aux tours de verre de Hudson Yards ou de Billionaires Row, le colosse de 1931 doit prouver qu'il n'est pas qu'une carcasse de ferraille hantée par le passé.
Le véritable cœur de l'économie de la tour ne bat plus dans les bureaux feutrés des étages intermédiaires. Il bat dans le vacarme des tourniquets et le bip des scanners de sécurité. On a transformé le rêve de puissance de Raskob en une usine à cash implacable. Pour avoir le privilège de marcher là où King Kong a péri dans la fiction, ou là où Evelyn McHale a laissé son manteau dans la réalité, il faut désormais débourser une petite fortune. Les prix grimpent sans cesse. 40 $, 75 $. Le prix de la vue dépend de votre impatience et de votre soif d'exclusivité. Le temps est devenu une marchandise. 11 000 personnes défilent chaque jour dans les ascenseurs. C'est une marée humaine traitée avec la précision d'une chaîne de montage. On les fait attendre dans des couloirs thématiques, on les fait passer devant des boutiques de souvenirs vendant des miniatures en plastique. L'observatoire rapporte désormais plus que la location de tous les bureaux réunis. C'est l'humiliation finale du gratte-ciel. L'édifice construit pour abriter les maîtres de l'industrie ne survit que parce que des millions de touristes veulent se tenir là où le mythe a été scellé. Le sommet de la tour est devenu le baromètre de la morale civique et des tensions culturelles. Chaque soir, le ciel de New York s'illumine d'un calendrier de couleurs codifiées. Le sommet Art Déco est devenu un écran géant de célébration ou de deuil. Chaque nuance a un prix et un sens. Rose pour la lutte contre le cancer, arc-en-ciel pour la Pride, rouge et bleu pour les vétérans. Mais même cette lumière n'échappe pas à la politique. La tour ne se contente plus d'être là. Elle juge. En 2012, elle refuse de se parer de verre pour la Saint-Patrick, marquant son opposition à l'archevêque de New York. En 2015, elle s'embrasse d'orange pour le Nouvel An chinois, s'attirant les foudres des opposants au régime. Chaque décision d'éclairage est un acte diplomatique. La tour est devenue un enjeu de pouvoir que chaque groupe cherche à s'approprier. Elle n'appartient plus à la pierre, elle appartient à l'image. Le 3 novembre 2010, le dernier voile tombe. Malkin Holdings décide de transformer le monument en une simple ligne sur un écran de courtage. En 2013, l'Empire State Realty Trust entre à la bourse de New York. Ce n'est plus une adresse. C'est un actif financier dont la valeur fluctue au rythme des marchés. L'introduction en bourse valorise la tour à 2,5 milliards de dollars. L'édifice, qui n'avait coûté que 41 millions en 1931, ruinant ses pairs, est devenu une machine à fabriquer des milliardaires pour ceux qui ont simplement eu la patience de posséder le sol. La famille Malkin, qui a pris le contrôle en 1961, récolte les fruits d'un demi-siècle de ténacité. Ils sont désormais au sommet de la pyramide financière. Les investisseurs de 1930, eux, sont des spectres. Ils ont financé la structure, ils ont payé pour les erreurs de calcul et la dépression, et ils n'ont rien reçu. C'est la loi d'airain de Manhattan. Les visionnaires construisent dans la douleur, les financiers encaissent dans le confort. Le témoin silencieux contemple New York en ce début d'année 2026. Il a vu les bâtisseurs mourir sans gloire, les investisseurs se ruiner pour son orgueil, les avions déchirer ses flancs et les désespérés s'évaporer depuis son sommet. Il n'est plus le plus haut, il n'est plus le plus moderne. Il est simplement celui qui reste. Autour de lui, les nouvelles tours de verre le toisent de haut, mais elles n'ont ni son sang ni sa mémoire. Elles n'ont pas connu la fin des années 30. Elles n'ont pas vibré sous l'impact d'un bombardier. Elles n'ont pas accueilli les larmes d'Evelyn ou la rage d'Ali Abou Kamal. L'Empire State Building est le seul véritable maître de Manhattan, car il est le seul à avoir payé le prix de l'immortalité. Celui d'être un tombeau magnifique qui ne dort jamais. Il nous regarde, imperturbable, rappelant à chaque passager des ascenseurs que pour toucher le ciel, il faut d'abord accepter de bâtir sur un cimetière d'ambitions oubliées. La tour ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à son ombre. Elle restera là quand nous ne serons plus que de la poussière sur ses vitres, imperturbable gardienne d'un empire qui n'a jamais fini de réclamer son dû. Le témoin silencieux contemple le cycle immuable de la cruauté humaine avec une indifférence de marbre. Le schéma est d'une régularité obscène. Ceux qui ont bâti n'ont reçu que l'oubli, tandis que ceux qui ont simplement tenu bon ont été récompensés avec une extravagance indécente. Ce gratte-ciel ne célèbre pas la vision ou le génie. Il récompense la patience froide des prédateurs financiers. Depuis plus de 90 ans, cette carcasse d'acier survit à tout ce que le XXe siècle a pu lui jeter au visage. Effondrements économiques, guerre mondiale, crash aérien,
Attaques terroristes, suicides en série et fusillades sanglantes. Rien n'altère sa superbe. L'Empire State Building demeure, imperturbable, l'une des attractions les plus rentables du globe. 4 millions d'âmes montent chaque année dans ses entrailles pour se tenir là où d'autres ont péri, fixant une ville qui a d'abord rejeté cette tour avant de l'embrasser par pure nécessité iconographique. Les ouvriers qui ont dressé cette flèche sont les grands absents de cette épopée. Leur nom ne figure sur aucun mémorial, aucune plaque ne vient rompre la nudité des murs de service. Les 5 morts officiels de la construction ne sont que des ombres dont l'identité a été soigneusement étouffée par les rapports de police et les archives d'entreprise. Quant aux autres, ceux dont on murmure qu'ils ont été coulés dans le béton des fondations, il reste des spéculations que l'on préfère ignorer. Le silence des familles avait un prix. Et dans les années 30, on achetait la discrétion avec quelques billets froissés. La réputation du monument était une marchandise bien plus précieuse que la vie d'un immigré italien ou d'un Mohawk sans harnais. Le bâtiment a absorbé ses décès comme il absorbe la pollution de Manhattan avec une voracité silencieuse. Le drame du bombardier de 1945 a subi le même traitement chirurgical. Au 79e étage, rien n'indique que le lieutenant-colonel Smith a pulvérisé son B-25 contre la pierre. Aucune stèle ne rappelle les 14 suppliciés de ce matin de brouillard. Les étages ont été réparés, les vitres remplacées, et dès le surlendemain, les locataires reprenèrent le cours de leurs affaires comme si le sang n'avait jamais coulé. L'histoire ne retient que le miracle de l'ascenseur de Betty Lou Oliver, car le miracle vend des billets alors que la tragédie fait fuir les investisseurs. Le bâtiment a survécu, les morts non. Voilà l'unique vérité que ces murs sont prêts à admettre. Le sort des suicidés est le plus pathétique de tous. Evelyn McHale est devenue une icône de papier glacé, mais son nom est proscrit dans l'enceinte de la tour. Les 30 à 50 autres désespérés qui ont embrassé le vide depuis l'observatoire ne sont commémorés nulle part. Aujourd'hui, cette plateforme génère des dizaines de millions de dollars de revenus annuels. Les touristes s'appuient sur les barrières renforcées pour prendre des selfies, ignorant que ces grilles n'existent que parce que des hommes et des femmes ont escaladé les précédentes pour s'offrir une fin spectaculaire. La direction ne mentionne jamais ce passé. Le business du rêve ne s'accommode pas de la réalité du désespoir. Même Christopher Burmeister, ce musicien danois froidement exécuté en 1997, n'a pas laissé de traces. Sa mort a entraîné l'installation de détecteurs de métaux, mais son nom a été effacé des mémoires avant même que le sang ne soit sec. Le bâtiment a dévoré son existence comme il a dévoré toutes les autres. L'obligation de rentabilité écrase systématiquement le devoir de mémoire. Cette absence de commémoration révèle l'obscénité de notre rapport au monument. Nous célébrons la structure, nous idolâtrons l'acier, mais nous ignorons superbement le coût humain. L'Empire State Building est une icône parce que nous avons collectivement accepté d'oublier ce qu'il a exigé. Les morts de la construction, des sacrifices nécessaires, le crash, un accident malheureux, les suicides, des tragédies personnelles sans lien avec l'architecture, la fusillade, une violence aléatoire. Chaque cadavre est relégué au rang de note de bas de page, séparé de la signification profonde du monument. Ce qui reste, c'est le symbole pur, l'ambition américaine, la résilience, la réussite. La tour, autrefois raillée comme une coquille vide, est devenue le temple du profit. Le monument de l'excès est devenu le visage de New York. Cette transformation a exigé une amnésie totale. Il a fallu laver le calcaire de chaque goutte de sang pour que les lumières colorées puissent briller sans honte chaque soir. Le bâtiment s'illumine en rose pour le cancer, en arc-en-ciel pour la diversité, en vert pour l'écologie. Il participe à la vie civique, il célèbre les causes nobles, mais il ne s'allumera jamais pour ses ouvriers morts. Il ne brillera jamais en mémoire des victimes du B-25. Il ne portera jamais le deuil de ceux qui ont sauté. Ces morts ne font pas partie de l'identité publique de la tour. Ils ont été supprimés au montage. Les milliers de touristes qui font la queue pendant des heures traversent une zone de sécurité conçue pour les protéger d'une violence que le bâtiment a déjà connue, mais qu'ils refusent d'avouer. Ils montent au sommet, prennent leurs photos et voient Central Park, les rivières, les ponts. Ils ne voient pas les corps qui tombent. Ils ne voient pas l'avion qui surgit du brouillard. Ils ne voient pas l'arme de Kamal. Le spectacle a tout remplacé. L'Empire State Building est devenu une machine à produire des dividendes et des souvenirs préfabriqués. Un symbole flexible que l'on peut tordre selon les besoins des cinéastes ou des publicitaires. On le détruit dans les films de science-fiction, on y dépose des demandes en mariage dans les comédies romantiques.
Il peut être tout ce que vous voulez, sauf honnête sur son propre prix. Est-ce que cela compte encore ? Après 93 ans, la tour semble avoir gagné son procès contre l'histoire. Les tragédies s'éloignent, deviennent des anecdotes de vieux journaux que personne ne lit plus. Bientôt, le bâtiment ne sera plus que ce qu'il paraît être. Un chef-d'œuvre art déco avec une vue imprenable. L'obscurité sera définitivement enterrée sous les couches de peinture et de rénovations écologiques. Peut-être est-ce là la fonction réelle des monuments, nous forcer à oublier pour nous permettre d'admirer. Peut-être ne pouvons-nous pas honorer la réussite et son coût simultanément. Pourtant, le témoin silencieux sait. Il sait que chaque soir, lorsqu'il s'illumine pour célébrer une fête ou une cause, il le fait sur des fondations que nous préférons ne pas examiner. Il sait qu'il a survécu à ceux qui l'ont bâti, à ceux qui l'ont moqué et à ceux qui y sont morts. L'Empire State Building a gagné car il a survécu à la mémoire elle-même. Il est là, debout, magnifique et froid, tandis que les morts sont partis et que la ville continue sa course effrénée. Chaque nuit, les lumières s'allument, annonçant au monde que la tour commande toujours l'attention, ignorant superbement la vérité qu'elle contient. Elle est le triomphe de la pierre sur la chair, de l'image sur le sang et du profit sur le souvenir.